Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue donc à Convergence et Révolution culturelle. Aujourd'hui, c'est de manière exceptionnelle que nous sommes ici à l'hôtel Saphir en ce jour du 26 février 2020. Nous nous penchons sur l'Afrique dans une sorte de colloque avec vous qui nous suivez à la maison, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, afin de réveiller l'Afrique qui dort sur son histoire, les enjeux depuis la conférence de Berlin à ce jour, et pourquoi pas avant même la conférence de Berlin. Il y a dans les coulisses des sachants qui viendront ici. Ils ne sont pas sachants par rapport à vous, non, mais parce que indexés, choisis, triés, volontaires pour venir parler à l'Afrique, dire un mot aux filles et fils d'Afrique. Parce que la magie de la science et de la technologie, la magie de la télévision, c'est aussi d'entrer dans toutes vos maisons afin de vous permettre d'être au fait de l'information. Quant à notre continent, est-ce que au XXIe siècle où nous sommes, nous devons continuer à rester dans l'ignorance, ou il est temps que nous marquions une pause, que nous marquions comme ça une pause sur tout ce que nous faisons contre l'Afrique, consciemment ou inconsciemment? Est-ce que l'histoire de l'Afrique, les autres vont continuer à l'écrire et à nous l'enseigner jusqu'en l'an 7000? Ou bien il est temps que nous puissions nous lever nous-mêmes, fils d'Afrique, prendre comme ça le destin de notre continent en main et pourquoi pas réécrire notre propre histoire. Donc dans les coulisses, nous allons recevoir à tour de rôle ici pour vous des frères africains. Ils sont venus de divers horizons par rapport aux associations dans lesquelles ils sont, par rapport au combat panafricain, mais ils sont tous animés du même souci, celui de réveiller l'Afrique qui dort. Ils sont venus pour nous secouer. Ils ne sont pas venus parce qu'ils savent plus que nous, non, pour échanger justement avec vous, avec nous, avec le monde entier. Donc vous êtes libre de réagir par SMS et pourquoi pas par appel au moyen du numéro qui s'affiche à l'écran pour que nous puissions comme ça là, tous, tels que nous sommes, filles et fils de ce continent, arrêter le temps et nous pencher tous sur la problématique de notre continent à l'agonie. Sinon nous rassembler tous au chevet de l'Afrique, qui est dans un coma profond. Ceux qui voyagent, ils voient bien que lorsqu'ils traversent la Méditerranée, comparé à notre continent, c'est le jour et la nuit. D'où vient-il que nous vivons comme ça là dans le noir et que nous ne cherchons pas à ce qu'il y ait pour une fois la lumière? Le combat panafricain, l'éveil des consciences, c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui donc à l'hôtel Saphir. Et donc nous allons recevoir à tour de rôle ceux-là pour que non seulement vous qui suivez soyez édifiés, mais que vous transmettiez aussi le savoir. Parce que l'Afrique meurt du fait de l'ignorance. Quelqu'un avait dit, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Évidemment, tout peuple doit éviter l'ignorance. Or, la connaissance, quelqu'un de très grand et de très puissant avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance délivre, nous sort des ténèbres de l'ignorance pour la lumière de la vérité. À ce moment, nous pourrons donc espérer tracer les contours d'une nouvelle Afrique de manière socio-culturelle et politique. Parce que nous sommes déjà nombreux à comprendre que malgré les indépendances de façade qu'on a eues, nous restons esclaves de l'Occident impérialiste, esclaves des autres. Pour être terre à terre, l'homme noir reste esclave du blanc. Maintenant, tout le problème, c'est jusqu'à quand? Tout le problème, c'est que nous décidions de briser les chaînes de l'esclavage. Or, si hier, à l'époque de Kunta Kinte et compagnie, c'était des fers, aujourd'hui, ça se passe dans la tête.
Donc ici, c'est une enquête aussi, une sorte d'investigation en profondeur pour détecter, identifier ces chaînes mentales que nous devons briser. Parce que pour une nouvelle Afrique, il faut une nouvelle jeunesse africaine. Alors donc, nous en avons ici. Il y a Yves Goma avec nous, Lewis Mbungu avec nous, Dr Ibaka est là, Monsieur Afrique, Serge Mbungu aussi. Nous avons Roch Nyanga. Et si le temps nous le permet, peut-être que quelqu'un d'autre peut arriver aussi pour compléter la chose. Cela dit, sous les acclamations de ceux qui sont ici, parce qu'il s'agit d'une table ronde tout à fait spéciale, sous les acclamations de ceux qui sont ici, nous appelons le premier intervenant, M. Bilongo. On acclame pour lui donner du courage. Et pendant que vous prenez place, nous appelons en même temps Lewis Mbungu s'il est déjà prêt, ou encore, on en profite pour Yves Goma. Il va nous donner quand même un aperçu, une idée du nexus du développement socio-économique. Nexus, là, nous n'avons pas notre dictionnaire à portée de main, donc c'est compliqué pour nous de comprendre. Mais sous vos acclamations, Yves Goma, ici. Voilà. Très bien. Mais on acclame très fort. Voilà. Cela dit, Yves Goma, M. Bilongo, s'il vous était donné 10 minutes pour vous, qui êtes à ma gauche, à ma droite, 5 minutes à Yves Goma, parce qu'il interviendra encore après, mais pour nous éclaircir ce concept-là, Nexus, si vous était donné 10 minutes, 5 minutes pour vous adresser à ceux qui nous suivent à tour de rôle, que leur diriez-vous par rapport à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui? Tout d'abord, merci. Je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Je tiens à vous remercier d'être venu dans ce petit rassemblement qui restera dans l'histoire de notre continent, en particulier notre nation, comme l'une des commémorations dans le cadre des méditations de la Renaissance africaine. Et en quelque sorte, tous les honneurs à cet événement reviennent aussi à M. Aboubakar, lui qui a disposé de ce fonds pour que cette salle soit à notre disponibilité. Par rapport au thème continent africain, l'histoire, enjeux et nexus au développement socio-économique, sous-thème jeunesse africaine, facteur d'intégration du continent. Je parlerai de l'arnaque de l'histoire par substitution, facteur de désintégration de la conscience fondamentale juvénile à la Renaissance et l'unité africaine. Nous sommes tous sans ignorer, peu importe le temps du coucher du soleil, le soleil se lèvera pour marquer le jour. Hier, l'authenticité de notre histoire était enfouie dans les ténèbres de l'oubli, à cause de l'apparition du Code noir, le droit le plus criminel de toute l'histoire de l'humanité, inventé par l'Occident chrétien et humaniste au siècle de lumière. Et d'autre part, la conversion de l'esclavage en colonisation a monté en toute pièce stratégique un détournement de l'histoire africaine pour désorienter notre conscience de son patrimoine et du droit inaliénable, parce qu'un peuple qui ne connaît d'où il vient ne peut retrouver son chemin. Lié par les chaînes de la servitude, épuisé par les oppressions de l'esclavage et de la colonisation modérée que nous pouvions transcender à travers le théâtre de l'aliénation culturelle et du système éducatif impérialisme capitaliste de l'Occident en Afrique, qui forme que des intellectuels qualifiés et non fondamentaux, de par son instruction de proximité qui relève que de l'essentiel. Aujourd'hui, la montée de la jeunesse africaine met en évidence les exigences relatives au droit d'existence, notamment le droit de restauration de la conscience historique au sein de la jeunesse. Et cette jeunesse, je pense que n'acceptera plus le paradigme mensonger, un monde d'illusions à travers lequel l'Occident, en particulier la France, ne cesse à mouler certaines autorités africaines de l'absentéisme consistant à dédier leur vie au service intégral de l'Afrique. Vous allez observer, comme nous pouvons aussi le remarquer aujourd'hui, dans le système éducatif africain, qui est la photocopie du système éducatif occidental, souffre d'une profonde crise de l'authenticité de l'histoire africaine. Nous pouvons étudier la Révolution française à la place
de l'Égypte antique, le royaume des Couches et la Nubie. Nous pouvons étudier la révolution russe à la place de l'empire du Ghana, l'empire du Mali et la civilisation des Nocs. Nous pouvons étudier, par exemple, la conférence de Yalta à la place de l'empire bantou. Nous pouvons étudier les héros européens à la place des héros africains. C'est ce que j'appelle le ténèbre de confusion. Les Africains, en particulier les jeunes, doivent comprendre que la crise de conscience historique au sein de la jeunesse est un canal à travers lequel l'Occident profite ou s'en sert pour manipuler nos États et d'autre part nos parents. L'Occident profite de l'ignorance de la jeunesse africaine pour mieux asseoir son impérialisme capitaliste. Donc cette jeunesse africaine réclame la mise en place d'un système éducatif africain qui enseignera aux Africains l'authenticité de leur histoire, au sens où la conscience africaine est liée à son histoire. Et les autorités africaines devraient fournir des efforts pour bâtir un continent dans lequel son histoire lui servira d'un indicateur des enjeux et du développement socio-économique. Parce que cette Afrique est longtemps restée sous le pied de l'homme blanc pour être terre à terre. Aujourd'hui, nous savons tous, comme le disait le président Kennedy, si vous me permettez, que la jeunesse, c'est le socle. Toute notre permission. La jeunesse, c'est le socle d'une nation. Et moi, je pense que la jeunesse est une couche stratégique, c'est-à-dire elle se trouve au centre de tous les débats du développement. Mais nous sommes sans ignorer, sans jeunesse, vieillesse n'est pas, tout comme sans vieillesse, jeunesse n'est pas. Les deux sont liés. Je vous en prie. Voilà, vous avez fini avec votre speech. Oui, j'ai fini. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour ce discours qui nous a emportés et emballés? Et très bien, plus fort que ça. Merci, merci beaucoup. Vous savez, pour secouer un continent, pour éveiller l'esprit, pour réveiller l'homme noir qui dort, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de personnes. Lorsque il y en a parmi nous, conscients des enjeux, conscients de la problématique, qui se lèvent et nous parlent, nous pouvons dire que les temps ont changé. Parce qu'autrefois, on avalait tout ce qu'on nous disait à l'école, l'histoire et tout ça. Nous n'avions même pas la perception du fait que les autres avaient comme ça miné le système éducatif pour qu'il soit en leur faveur. C'est-à-dire le citoyen africain qui résultait de ce système aimait beaucoup plus l'Europe et l'Occident que le continent, l'Afrique. Ils se détestaient même. Donc aujourd'hui, c'est magnifique que vous arriviez comme ça là pour exhumer des cendres de l'histoire, sortir du tombeau ces héros africains là qui devraient être valorisés, reconnus aujourd'hui, au lieu qu'on ne continue comme ça à ne nous parler que des autres. Comme pour paraphraser Théophile Obenga, il disait « Quelle histoire allons-nous transmettre à nos enfants au futur si elle est creuse et sans nom ?» On ne peut plus parler de Youlou, on ne peut plus parler de Massamba Deba, on ne peut plus parler de Shaka Zulu, on ne peut plus parler d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et le professeur Théophile Obenga de dire le professeur Pascal Lissouba est encore en vie, mais déjà, toute une génération ignore déjà qui il est. Donc, nos enfants, nos petits-enfants, ils n'auront aucune idée. Donc, c'est magnifique que nous arrivions avec dans l'idée de dénoncer et pourquoi pas de proposer une nouvelle approche de l'histoire. Mais, ça, ce n'est qu'un commentaire. Vous aurez à répondre aux questions des autres qui vous ont suivi tout à l'heure dans la séance de questions-réponses. Et nous récoltons vos questions. Et ici, dans la salle, d'autres aussi vont poser. Il y aura donc... On va se poser entre nous des questions pour comprendre les pensées des uns et des autres concernant l'Afrique. Sur ce, nous vous disons merci beaucoup. Voilà. Alors, on vous garde d'abord là parce qu'il y en a un autre qui est avec nous, qui va nous parler, nous éclaircir ce concept, ce thème-là qui nous a fait mal à la tête. Nexus, on dit Lexus, on connaît, c'est une voiture, mais Nexus, aucune idée. Nous autres Africains, on n'a aucune idée. Alors, Yves Goma, s'il vous était donné comme ça de nous ouvrir les yeux sur Nexus, parce qu'on dit
Nexus du développement socio-économique. Commençons par Nexus. Merci mon frère Alexis et merci beaucoup à l'initiative qui nous réunit tous une fois de plus pour une cause commune qui est la liberté en fait de l'homme noir. Alors, pour rebondir un tout petit peu, juste une parenthèse sur ce que mon frère Pilongo venait de dire, et c'est un combat qui fait appel à une certaine synergie de toutes les forces susceptibles d'apporter ou de mener à bien ce projet que nous avons tous, c'est-à-dire la liberté de l'homme noir. Aujourd'hui, c'est jour pour jour 135 ans depuis la fin de la conférence de Berlin jusqu'aujourd'hui le 26 février 2020. 135 ans, c'est quand même 135 ans, oui. 135 ans, c'est énorme. C'est énorme, ça Depuis fait environ trois générations. Environ 3 générations que nous sommes en train de traîner ce boulet de la complicité occidentale vis-à-vis de l'Afrique. Alors, pour revenir sur le concept Nexus, nous avions compris que plusieurs forces sont conjuguées pour ce combat de l'homme noir. Et ces forces sont un peu disparates. Le concept Nexus est un concept qu'on parle de plus en plus au niveau des Nations Unies, qui est en fait une approche qui fait référence à un processus qui vise à promouvoir des approches synergiques dans le combat que nous menons tous. Je prends un exemple. Nous avons des facteurs religieux, nous avons des facteurs sociaux, et nous avons des facteurs économiques qui rentrent en ligne de compte dans ce combat. Et nous nous sommes aperçus que le combat, souvent, en s'inspirant de l'expérience de nos prédécesseurs, c'était des combats singuliers. Et chacun, dans son coin, menait une action visant à promouvoir le combat de l'homme noir. Chacun faisait cavalier seul. Chacun faisait cavalier seul. Alors l'approche Nexus nous ramène à un processus qui met à conjugaison toutes les forces, tous les facteurs susceptibles de mener positivement des résultats escomptés dans ce combat. Et donc l'approche Nexus, en ce qui concerne ici le développement socio-économique de l'Afrique, c'est tout simplement une approche qui va conjuguer les efforts de tout le monde, qui va mettre tout le monde dans la même vision, dans la même dynamique, pour avoir des résultats non seulement pérennes, mais aussi des résultats efficients, tout simplement. Super. Donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une table. Nous avons ceux qui vont évoquer des aspects religieux à ce combat. Nous avons ceux qui vont évoquer le manque de la prise de conscience de la société africaine. Nous avons ceux qui vont évoquer des facteurs économiques ou des facteurs sociaux. Aujourd'hui, nous voulons tous mettre à contribution ces forces-là pour atteindre des objectifs qui soient plausibles et réels. Voilà. Très bien. Donc, nous vous ferons revenir tout à l'heure. Merci. Là, nous avons demandé du secours parce que Nexus, c'était tout à fait étrange pour nous. Donc, il fallait bien que ce soit clair dans nos têtes. Et là, mesdames et messieurs, vous aurez compris que c'est clair désormais dans nos têtes. Et donc, on peut comme ça acclamer pour remercier ces deux-là de nous avoir développé leurs pensées. On acclame très fort pour eux. Très bien, mais vous aurez à répondre aussi. Vous aurez à répondre aux questions des uns et des autres, en commençant par la mienne. En bon panafricaniste, lorsque la chose est occidentale, lorsque les Nations Unies se mettent sur quelque chose, lorsqu'il y a du nexus dans l'air, made in Nations Unies, nous avons peur. Parce qu'ils sont très malins, ces gens-là. Quand ils lancent un concept, le professeur Théophile Obenga, le dernier des dinosaures, le champion, le grand champion de l'égyptologie et du panafricanisme, nous a appris 3 choses, encore qu'il faut que je m'en rappelle. Dernièrement. La première chose, il dit, pour les panafricanistes, pour les Africains que nous sommes, il faut 3 choses. La première, l'ouverture d'esprit. Donc le professeur est d'accord avec vous lorsque vous évoquez Nexus et tout ça, ça se passe. Il veut que nous sachions ce qui se passe chez les autres. Sur quel pied ils dansent là-bas. Pour que nous sachions, nous aussi, adapter ce qui est bien, rejeter ce qui est mauvais et changer notre manière de faire en fonction de ce qui se passe chez les autres. Donc la jeunesse africaine ne peut pas vivre en vase clos. Il faut qu'elle sache que pendant qu'elle s'organise pour le relèvement du continent, la jeunesse européenne, elle, s'organise aussi pour maintenir le leadership. Exactement. Et la jeunesse asiatique,
elle aussi ne veut pas, c'est-à-dire elle ne veut même pas entendre parler du leadership africain parce qu'elle veut prendre la place de l'Occident. Donc du coup, l'ouverture d'esprit nous permet d'être curieux, de regarder à gauche, à droite pour glaner des informations et des connaissances. Cela fait, il faut, deuxièmement, l'esprit critique. Le professeur dit, on vous a dit quelque chose, on vous a appris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. Ayez l'esprit critique. Il faut analyser en profondeur par vous-même, vérifier par vous-même, n'est-ce pas? En quoi ça peut servir à l'Afrique, en quoi c'est bénéfique pour nous. Et le troisième et dernier élément, l'amour inconditionnel du continent africain, de l'Afrique. L'amour inconditionnel et l'amour vrai pour ne jamais trahir l'Afrique, quels que soient les pièges des autres, quelles que soient les propositions qui peuvent être faites. Parce qu'on peut dire que voilà, Yves Goma est arrivé avec le truc ici, le Nexus arrive chez les Africains, ils vont s'organiser. Bon, Yves, voilà, il y a une mallette là, il y a au moins quelques millions dedans. Depuis que vous êtes né, vous n'avez peut-être pas vu 500 millions. C'est pour vous, mais à condition que vous abandonniez le combat que vous avez commencé là. Ça peut être dit à M. Afrique, à Dr Ibaka, à Roch Nyanga, pourquoi pas à GLK qui est ici dans la salle. Donc, si tu as l'amour vrai et inconditionnel du continent, en aucune seconde, d'aucune manière, tu ne peux le trahir. Voilà ce que le professeur Théophile Obenga nous a dit. Donc, vous reviendrez pour répondre aux questions des autres, le moment venu, mais aussi pour nous rassurer sur le Nexus. Le Nexus, hein, c'est tout simplement... si on peut s'y mettre sans danger. Voilà, c'est une approche, s'il faut le dire simplement, c'est une approche qui met à l'évidence une synergie concomitante dans les différentes interventions qui concourent à relever l'Afrique du chaos. Donc le Nexus nous demande de considérer tout le monde, conjuguer tous les efforts. De conjuguer tous les efforts, de mutualiser. Pour l'atteinte d'un objectif commun. Voilà, c'est une sorte de synergie. Une sorte de synergie. Voilà. Elle admet deux approches, une approche holistique et une approche multisectorielle. D'accord, là aussi c'est compliqué encore. Vous reviendrez pour nous dire tout ça. Une approche multisectorielle, là nous avons compris. Holistique, là c'est un peu, il faut le dictionnaire. Bon, mais ce qui est vrai, c'est que vous reviendrez pour accentuer là-dessus. Et je suis sûr que ceux qui nous suivent à la maison ont compris et chacun a ouvert son dictionnaire, pourquoi pas, pour entrer dans la profondeur, sinon les profondeurs de ce qui a été développé ici. Sur ce, pour prendre congé de nos deux premiers invités ici, on peut acclamer pour eux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous pouvez rejoindre vos places en attendant la séance de questions-réponses. Et nous appelons donc ici Dr Ibaka, sous vos acclamations. Dr Ibaka. Dr Ibaka, il prendra place ici. Voilà. JLK. Jean-Luc Wanda aussi, sous vos acclamations. Voilà. Prend place ici. Voilà, très bien. Docteur JLK. Yes. Bien. On a compris, nous sommes ici comme dans une table ronde. Il y avait eu indépendance, vous vous rappelez? Nous n'étions pas encore nés, mais vous étiez là, vous avez vécu la chose. Donc, parce qu'il y avait la table ronde avec le Mumbai et compagnie. Mais pour qu'il y ait une table ronde, il faut qu'il y ait des initiateurs de la chose. Donc, nous sommes ici, aujourd'hui en table ronde, pour convier les Africains, la jeunesse africaine, au chevet de l'Afrique. Donc, vous avez de la matière. Si vous étiez donné à tour de rôle 10 minutes pour que vous développiez votre pensée selon votre propre angle d'attaque, sans oublier qu'il y aura une séance de questions-réponses des autres qui représentent l'Afrique ici, que diriez-vous, docteur? On commence par vous, parce qu'on voit la sagesse des cheveux blancs. Merci Alexis Bongo de nous avoir conviés à cet échange. Effectivement, l'intégration africaine, pour nous, est une vision panafricaine.
Parce que, après avoir été balkanisé à Berlin en 1885, dont mon collègue tout à l'heure, en faisant les calculs, ça fait plus de 135 ans déjà. 135 ans déjà. Ça laisse des traces. Énormément. Donc, c'est une vision politique. Il faut que les jeunes générations comprennent le sens de la Renaissance. L'intégration est d'abord politique. Pourquoi? Parce qu'il faut une volonté. Si nous voulons rebâtir une Afrique unie, après tant de ravages, avec autant de conséquences laissées par l'esclavagisme, la traite négrière et le colonialisme, il faut une volonté politique. Pourquoi nous parlons de l'unité de l'Afrique? Mais parce que, après avoir été éparpillés, non seulement nous avons perdu notre être, nous avons perdu notre identité. Il faut donc arriver à unir l'Afrique politiquement, économiquement, et cela renforcera non seulement nos indépendances, mais aussi notre souveraineté. Une Afrique unie sera plus forte parce que nous aurons une diplomatie forte, en parlant d'une même voix sur le plan international. Une Afrique unie aura un développement économique harmonieux. Une Afrique unie aura une monnaie africaine qui est le soubassement d'une souveraineté financière. Une Afrique unie aura une armée puissante qui éliminera les velléités putschistes dans les États, aura un système éducatif harmonisé dans les différents pays. Mais de quelle Afrique parlent les panafricanistes? D'une Afrique des peuples, d'une Afrique des citoyens, ou bien c'est d'une Afrique au sommet, celle d'un syndicat de chefs d'État. Donc, les entraves pour la construction d'une Afrique des citoyens sont nombreux. Et c'est à cause de cela que nous faisons recours à la jeunesse africaine, qui devra être un facteur important pour cette intégration du continent. Celle de la libre circulation des citoyens, des capitaux et des biens. L'Occident colonialiste ne souhaite pas voir une Afrique unie parce qu'elle s'est toujours opposée à ce qu'elle accède à partir de 1958, lorsque un certain De Gaulle a posé le problème des indépendances. Il y a eu, à l'époque, des politiques comme Barthélemy Boganda. Mais si vous voulez que nous soyons indépendants, vous nous avez colonisés en tant qu'AOF, vous nous avez colonisés en tant qu'AF. Mais si vous voulez que nous soyons indépendants, qu'on nous donne cet accès à l'indépendance en tant qu'Afrique
occidentale, en tant qu'Afrique centrale, en tant qu'Afrique de l'Est. Mais ce n'était pas le souhait des colonisateurs. Donc, la vision de Barthélemy Boganda, c'était celle de Matsuo André Grenard, qui créa l'amicale pour rassembler les Noirs de l'Afrique centrale dans la quête de la liberté. C'est l'Afrique de Emery Patrice Lumumba. C'est celle de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Sékou Touré et de Haïlé Sélassié, qui ont été ceux qui ont posé à cette époque de la création de l'organisation de l'Union africaine, qui est devenue aujourd'hui Union africaine. Donc, pour les panafricanistes, réussir l'intégration africaine, il faut la construire en amont. La construire en amont, c'est nous réapproprier notre histoire d'abord. Ça se passe d'abord dans la tête, comme a dit mon collègue Yves tout à l'heure. Ça se passe dans la tête. Tant que nous serons esclaves dans la tête, on ne peut pas être des hommes libres. Et le brassage des citoyens. À l'époque, lorsque nous étions jeunes, il y avait des rencontres entre jeunes Africains pour se connaître. Vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous connaissez pas. Et c'est là la libre circulation des citoyens à travers le continent. Nous avons été étudiants en Europe, mais on quittait la France, on partait en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Italie. Mais il n'y avait pas autant d'entraves que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique. Même nous, de Brazzaville, pour aller à Kinshasa, il y a des complications, il y a des barrières de visa. Alors que nous avons, par rapport aux conséquences de ce qui s'était passé à Berlin en 1885, des familles dont un parent est du côté de Kinshasa, un autre du côté de Brazzaville. Un parent qui est du côté de la Centrafrique, un autre du côté du Congo-Brazzaville. Un parent qui est du côté du Gabon, un autre qui est du côté du Congo-Brazzaville. Un parent qui est du côté du Cabinda et un autre parent qui est du côté du Brazzaville. Mais il faut donc une volonté politique pour casser ces barrières, pour nous permettre de circuler. Et les expériences vécues, malheureusement, sont négatives. Je me rappelle en 1964, il y a eu un conflit entre le Gabon et le Congo, où on a rapatrié les Congolais qui résidaient au Gabon. Nous avons reçu en pleine année scolaire des frères qui avaient été expulsés du Gabon. Il n'y a pas longtemps, nous nous rappelons de l'opération Mbata Bakolo. Nous voyons ce qui se passe en Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on rechasse les autres Africains? Les scandales qui se passent en Libye, en Algérie, où les ressortissants du sud du Sahara sont maltraités. Alors que les apports de certains Africains dans le développement, par exemple de notre pays, sont là patents. Nous, pour
avoir des œufs, il faut que ça quitte le Cameroun. Pour avoir des légumes, il faut que ça quitte la République démocratique du Congo. Donc, moi je pense que c'est une nécessité qu'il y ait l'union des Africains. Voilà ce que je pouvais dire. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, docteur. C'est dit avec les mots qu'il faut. Et on peut acclamer pour ça, n'est-ce pas? On acclame très fort pour que l'Afrique sache que on se penche sur son cas. Le continent est à l'agonie. Mais nous pouvons dire, mesdames et messieurs, depuis un certain temps, que le continent était à l'agonie, dans un coma profond. Parce que de plus en plus, ses filles et fils se lèvent partout, dans tous les pays, les micro-États, à la fois, et même à travers toute la diaspora, comme pour crier au scandale. Une redistribution des cartes s'impose. Nous voulons la souveraineté, le relèvement et la souveraineté de notre continent sur tous les plans. Donc il va falloir qu'on récupère toutes les cartes. Les cartes qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, pourquoi pas. On rebat les cartes pour les redistribuer. Parce que l'Afrique veut non pas damer le pied au reste du monde, mais être considérée au même titre que les autres continents. C'est très bien de nous avoir refait un peu l'histoire. Vous avez vécu des choses ici au Congo. En évoquant 1964 avec l'expulsion des Congolais du Gabon, et Mbata Bakolo, qui est encore tout à fait récent, ça nous fait comprendre qu'une Afrique sans frontières, une Afrique unie, on ne parlerait plus de ces choses-là. Et nous deviendrons encore plus forts. Sinon, pourquoi on aura comme ça assassiné Kadhafi? Si ça n'amenait pas, si l'unité du continent ne nous donnait pas la puissance qui nous manque aujourd'hui. Parce que Kadhafi avait dit, si jamais nous réunifions l'Afrique, nous avons un seul pays, un seul chef d'État pour tous les 54 États qui sont ici, nous serons plus forts que les États-Unis et l'Europe réunis. C'est que tous les autres continents. Il y a autre chose à ajouter là. Rapidement, on vous accorde 1-2 minutes. Oui, c'était pour dire que par rapport à ce que je venais de proclamer, un pays est beaucoup plus, pour les dirigeants, une question d'âme que de système. Une question d'âme. D'âme. Le leadership efficace trouve sa source dans la compréhension. Et c'est là où je voulais faire un appel de pied à Martin Luther King, qui disait que nous avons besoin des leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de justice, qui ne sont pas amoureux de publicité, mais d'humanisme. Très bien. Voilà. C'est dit avec les mots qu'il faut. Docteur, on vous remercie. On vous garde encore là. Et nous avons donc JLK, Jean-Louis Kwanda, qui est avec nous ici. Vous faites partie de Umoja, n'est-ce pas? Oui. Une association panafricaniste de grande importance, de renommée mondiale. Et ça nous fait du bien que vous soyez là. Mais on vous appelle pour que vous puissiez, vous aussi, délivrer un message. Parce que là, nous sommes dans un colloque historique depuis l'hôtel Saphir sur l'Afrique, son histoire, la conférence de Berlin, les enjeux et le nexus du développement socio-économique. Parce que nous prenons ça déjà pour que ça nous serve demain pour le décollage du continent. Alors, si vous étiez donné à vous aussi 10 minutes pour vous adresser à ces Africains qui suivent
pour réveiller l'Afrique qui dort. Que diriez-vous, JLK? Merci bien, mon cher Alexis. Le thème de la conférence, c'était bien Conférence de Berlin et enjeux pour la jeunesse africaine. Exact. Alors, je commencerai par dire que les malheurs de l'Afrique n'ont pas commencé avec la conférence de Berlin. D'autres l'ont dit avant moi, hein, donc c'est juste la répétition. Déjà du 14e au 19e siècle, nous avons connu la traite négrière. Au début du 20e siècle, jusqu'à présent, toute l'Afrique est colonisée et continue à être pompée par l'Occident. On peut citer toutes les matières premières qui partent de l'Afrique: l'or, le diamant, la bauxite, le fer, l'uranium, le manganèse, phosphate, hydrocarbures, chrome, zinc, étain, etc. Sans oublier les extensions des cultures d'exportation: café, cacao, arachide, coton, thé, vanille, canne à sucre, etc. selon leur intérêt exclusif. Alors le résultat, c'est que la situation est de plus en plus tragique et la jeunesse africaine est aujourd'hui faite d'instabilité, d'insécurité, de frustration et de désespoir. Je rappelle que 2 Africains sur 3 ont moins de 30 ans. Et leur désarroi et leur incertitude ne fait que s'accroître. Si j'avais une question à poser, je vous dirais: que faire face à une telle situation? Que faire? Alors, à la jeunesse africaine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, je pense qu'elle doit se préparer à la gouvernance mondiale. Le monde est de plus en plus organisé aujourd'hui en institutions interétatiques, internationales, véritables toiles d'araignée qui sont autant de réseaux efficaces, opérationnels et dynamiques. Nous savons que moins on est organisé en réseau effectif et plus on est fragile, faible, vulnérable, impuissant dans ce monde moderne. Il est donc nécessaire et urgent d'organiser des réseaux solidaires et opérationnels de la jeunesse africaine à l'échelle continentale. Je ne vais pas vous faire la liste ici des organisations internationales que nous connaissons tous, mais il faut essentiellement reconnaître que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a ni concert des nations, ni communauté internationale. Il s'agit d'intérêts politiques, économiques, militaires, linguistiques, culturels, propres à chaque État, à chaque civilisation, qui font la trame de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Alors, pour la jeunesse africaine, il s'agit d'ouvrir les yeux et de réfléchir. C'est normalement des comportements classiques. Le monde se fait, se construit, se développe aujourd'hui dans ces grands ensembles politiques, grands ensembles militaires, économiques, scientifiques, qui sont aussi des masses géostratégiques. On parle de la conférence de Berlin, on verra aisément qu'il y a mutation. De la conférence de Berlin, on est passé à tous ces grands ensembles qui, chacun à sa manière, essaie de préserver ses intérêts. Nous vivons donc une véritable guerre économique, où les forts mènent le jeu et les faibles suivent. Les faibles qui sont de plus en plus marginalisés et impuissants. Voilà pourquoi on peut voir les grands ensembles qui se dessinent autour de nous au cours de ce 21e siècle. Parmi eux, on a les États-Unis d'Amérique, qui sont à eux seuls un grand ensemble. Nous avons l'Amérique latine avec le Mercosur, qui regroupe le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine, etc. L'Union européenne, un grand ensemble. Le monde islamique, l'Inde, la Russie, la Chine, etc. Alors l'Afrique, on peut se poser la question, où sommes-nous? Où sommes-nous? L'Afrique, aujourd'hui, politiquement désunie, économiquement désintégrée, dépossédée d'elle-même, avec une jeunesse prête à mourir pour les autres. Et pourtant, on voit autour de nous la jeunesse des autres États, des autres grands ensembles. La jeunesse américaine, la jeunesse sud-américaine, la jeunesse indienne, chinoise, etc. Nous savons pourtant que la jeunesse africaine a les mêmes dons, la même intelligence pour analyser, comprendre, créer, produire, réfléchir. Elle n'est ni plus ni moins que les autres. Alors je
pourrais ici donner quelques orientations qui ne sont pas des poncifs ni des dogmes, mais juste des éléments de comportement à adopter pour la jeunesse africaine. Vous l'avez évoqué au tout début. Le premier par lequel je commencerai, ce serait le patriotisme panafricain, qui soit sincère et inconditionnel, fait d'autonomie de pensée, de dévouement, d'éveil culturel et intellectuel. À côté de ça, il y a aussi l'augmentation de la capacité d'analyse et d'interrogation, de conceptualisation. Je sais que ce sont des concepts très théoriques, mais il faut qu'on passe par là. L'organisation en réseau, en club, en groupe, en association, en parti, avec une vision claire et des principes pertinents, stratégies complètes pour opérer sur le terrain. Il y a aussi l'accroissement des connaissances modernes pour offrir au continent une meilleure expertise endogène. Un de nos anciens disait « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Je pense que c'est une phrase que tout le monde connaît. Elle est de Cheikh Anta Diop, pour ne pas le citer. Donc la jeunesse africaine doit s'armer de science dans tous les domaines, droit, politique, commerce, médecine, etc. Une autre orientation est d'apprendre à décrypter les réalités du monde contemporain. Souvent, on nous vend des concepts du genre la guerre, c'est un tel contre un tel, occultant le fait que c'est souvent à cause du pétrole ou des biens. Donc, c'est à la jeunesse de savoir décrypter. Un autre élément, c'est la production des outils solides et sains d'information sur les réalités africaines de nos jours à l'échelle continentale. C'est très important. C'est une très bonne chose que nous ayons DRTV qui nous offre cette opportunité de nous exprimer. Alors, on devait pouvoir multiplier ces canaux. C'est pas DRTV, pas la seule, les radios, etc. La chaîne nationale. Voilà. Il y a aussi l'établissement des liens institutionnels solidaires et fraternels entre les continents et la diaspora en vue de la construction du panafricanisme. Pour nous, en fait, il s'agit d'une question de survie, vous le savez. Et tout ce que je viens de dire, ce sont là quelques idées, quelques éléments de comportement qui permettra à la jeunesse africaine d'agir pour que la victoire soit au rendez-vous. Je te remercie, mon cher Alexis. C'est nous qui vous remercions. Merci, JLK. On a raison d'acclamer, on acclame encore plus fort. Ouais. Parce que, voilà, quelqu'un avait dit, même si tous ne sont pas d'accord avec lui, quelqu'un avait dit au commencement était la parole. Parce que sans la parole, c'est très difficile que ce qui est intérieur, propre à nous, soit compris par autrui. Sans la parole, c'est pas trop facile pour nous de nous rassembler, d'échanger et comme ça d'avoir un tant soit peu une vision commune pour l'intérêt du continent. Donc ce colloque est de grande importance. C'est pourquoi on vous a associé, vous aussi, qui êtes à la maison. D'où les médias. Pour que, calé dans votre fauteuil, vous compreniez qu'il est temps que l'heure de l'Afrique a sonné. Et l'objectif même de ce colloque, l'objectif c'est quoi? C'est la création, à partir de maintenant, d'une plateforme communautaire, nationale, et pourquoi pas sous-régionale du panafricanisme. Pour que, comme disait le docteur Ibaka ici, puisque chacun luttait à sa manière, puisque nous faisions cavalier seul, chacun dans notre coin, il est temps que nous nous rassemblions pour mutualiser, pour le nexus, comme qui dirait la synergie des énergies, donc des forces que nous constituons. Nous devons nous rassembler les intelligences, les mutualiser
nos forces physiques, nos intelligences et pourquoi pas nos moyens. Parce que là où une seule personne ne peut trouver 1 million de francs CFA, 10 personnes vont à la recherche de 100 000 francs seulement. Et donc s'ils sont 20, c'est 50 000 à chacun. S'ils sont 40, chacun d'entre eux ne va plus chercher que 25 000. Et donc 80, ce n'est plus 25 000, c'est 12 500. Et vous connaissez la suite. Donc l'union fait la force. Et donc nous vous signalons la présence ici pour ce très important colloque de notre frère Lewis Bongui, venu de Pointe-Noire. Par avion, s'il vous plaît, rapidement. À peine atterri à l'aéroport qu'il a jeté sa valise dans la chambre d'hôtel pour courir ici. Donc lui aussi va intervenir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la chose est importante. Sortons de notre sommeil, de notre indifférence, de l'insensibilité. Il faut que nous apprenions maintenant à poser les bonnes questions pour espérer avoir les bonnes réponses. Comme l'a dit GLK ici, nous devons nous préparer notre jeunesse à la gouvernance mondiale. Et on peut paraphraser, on peut revenir sur le professeur Mbongbasson qui passe ici. Nous devons prendre la direction du monde. On doit avoir ce rêve-là, le rêve africain, désormais, à partir de ce colloque-là. Et initié depuis les aînés, les Mbongbasson et les Théophile Obenga et autres. C'est prendre la direction du monde. Il faut que l'Afrique prenne la direction du monde. Il ne faut pas qu'on soit seulement dirigé par les autres, qu'ils nous disent ce que nous devons faire. C'est fini ce cinéma-là. Il est temps maintenant que nous réfléchissions d'abord par nous-mêmes. Donc, des réseaux solidaires africains à l'échelle continentale doivent être maintenant mis en place. Et c'est là-dedans qu'il y aura transmission du savoir. Ce que l'un sait, les autres peuvent le savoir maintenant, désormais, facilement. Et vous entendrez parler de la charte de l'impérialisme, certains n'en ont jamais entendu parler, du Code noir et du protocole de Toronto, et pourquoi pas du pacte colonial. Ces documents, ces ignobles documents qui, en réalité, sont les vraies causes, sinon les causes lointaines des malheurs qui épuisent ou encore qui ont plongé dans le coma notre continent. Alors, Dr Ibaka, JLK, je vous remercie. Et c'est sous les acclamations des autres que vous rejoignez vos places. Merci en attendant la séance de questions-réponses.